Bonjour à tous. Beaucoup de plaisir de vous voir si nombreux pour ce kick-off. Alors ce kick-off, c'est important pour Julie et moi et pour Global Industrie, et j'allais dire presque pour l'industrie, parce que c'est un peu le compte à rebours. On est à 5 mois d'un événement qui va réunir quand même 2500 exposants. On y reviendra bien sûr tout à l'heure. Donc c'est une vraie fierté et on mesure toute la responsabilité de vous voir si nombreux. Donc un grand merci, industriels, partenaires, fédérations, syndicats, vous êtes présents aujourd'hui. Merci bien sûr, Monsieur le Ministre. Un vrai acte de reconnaissance. Vous savez qu'en plus aujourd'hui, vous êtes partout, aussi sur tous les fronts. Hier à la REF, aujourd'hui avec nous. Et merci bien sûr à Nicolas Dufour, que notre président, parce qu'on a besoin d'une voix, on a besoin d'un porte-parole. Et je crois que s'il y a bien quelqu'un tous les jours qui porte cette voix-là de l'industrie, des entrepreneurs, c'est bien Nicolas. Il nous amène de l'énergie, du sens, du bon sens, du pragmatisme, de la simplicité. On en a bien besoin. Donc on voulait déjà aussi le remercier de porter haut les couleurs de l'industrie, des entrepreneurs de Global Industrie, et bien sûr aussi de nous accueillir chez lui, parce qu'on est chez lui. Et merci aussi à toutes les équipes de la BPI. Oui, un grand merci. Je rejoins tout ce que vient de dire Sébastien. C'est toujours beaucoup d'émotions, beaucoup de responsabilités aussi, de se dire que cette industrie, c'est cette grande famille unie. C'est tous les industriels, bien sûr. C'est les organisations professionnelles qui jouent un rôle colossal aussi. C'est les médias. C'est cet engagement. Cet engagement, il est représenté par notre ministre, qui connaît le terrain, qui connaît les territoires, qui connaît l'action, qui se bat au quotidien. Nicolas, c'est son combat de cœur, je crois. C'est son engagement. Il nous donne ce cap et cette direction. Je remercie aussi nos équipes et toute cette grande famille aussi qui est avec nous toute l'année, qui fait en sorte qu'on puisse construire un événement comme Global Industrie. C'est rien sans vous, Global, et nous, on est tout avec vous. Donc voilà, je voulais vous dire encore ce grand merci d'être mobilisés aujourd'hui. Et pour rentrer d'entrée dans cette conférence de presse, on avait un petit teaser à vous montrer. Si la régie peut nous l'envoyer. Elle est belle, notre industrie. J'en profite pour remercier Christelle, Doris et Laure qui vont nous accompagner tout à l'heure, qui aussi portent haut les couleurs de l'industrie en France. Nicolas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci au ministre d'être présent pour ce lancement de Global Industrie. C'est le combienième, dis-moi? C'est le 8e. 8e édition. J'étais là dès le début, mais les années passent quand même. Bon, et alors... on est dans une année quand même très particulière, on va se le dire, 2025. C'est la deuxième, je veux directement au fond du sujet, c'est la deuxième année de ce que je considère comme étant l'offensive chinoise 2.0 sur l'industrie européenne. Et les industriels qui sont ici présents dans la salle le savent bien, les remontées sont très fortes. Je reviens moi-même d'une semaine en Chine, là, avec mes équipes, qui est évidemment la confirmation de toutes sortes d'intuitions que nous avons et de réalités qui remontent du terrain. Donc, la French Fab, Global Industrie, l'industrie française, le ministère, l'ensemble des services, les collectivités locales, les agglos, enfin on vient d'en parler, l'ensemble du collectif patriotique français est confronté à la nécessité d'une mobilisation extrêmement puissante, avec des chances de succès significatifs si on reste coordonné, solidaire, frugaux dans les moyens, intelligents dans la tactique, absolument comme une armée en campagne face à une puissance face à nous qui est elle-même extraordinairement organisée, puissante, je me répète. Et alors qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans les différentes visites que nous avons faites, on a vu une vingtaine d'entreprises. Cette espèce de jovialité conquérante, c'est absolument incroyable, quoi, la gagne qu'on ressent quand on est dans ces pays-là. Donc, pourquoi est-ce que GL Events a monté Global Industrie
à l'époque, pourquoi est-ce que la BPI est devenue une grande banque de l'industrie avec des objectifs que je vais rappeler, pourquoi est-ce qu'on a monté le mouvement de la French Fab avec les tournées de l'industrie, les bus bleus, pourquoi est-ce qu'on va jusqu'au point de faire composer un hymne de l'industrie française avec l'hymne de la French Fab, pourquoi est-ce que l'industrie traverse les 400 événements physiques de la BPI chaque année, et bien tout simplement parce que on sait que si on fait tout ça, avec les ingénieurs que nous avons, les technos qui sortent de nos universités, la qualité des PMI, le courage de nos entrepreneurs, cette espèce de niaque collectif de la France, eh ben on y arrive. Et d'ailleurs, pour l'instant, on peut dire que les premiers résultats sont on a stoppé la désindustrialisation, c'était pas complètement évident, et on remonte lentement dans une temporalité qui est une temporalité naturellement difficile, qui est une temporalité non pas de victoires subites qui nous font gagner des territoires considérables, mais plutôt de guerres, d'attrition où on défend le terrain et on avance et on se fait reconnaître de l'adversaire. Voilà. Alors donc dans le film, il y a un certain nombre d'images. Par exemple, il y a l'image de Van der Graft sur la robotique humanoïde. Bon, je prends cet exemple-là. La robotique humanoïde, c'est un mélange de techno et d'agitprop. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui inondé d'images de robotique humanoïde chinoise qui sont toutes aussi impressionnantes les unes que les autres. Si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous suivez ça, c'est chaque jour, vous voyez des images nouvelles d'humanoïdes qui sont de plus en plus humains, hein, de plus en plus d'ailleurs genrés, des hommes, des femmes, bon, c'est absolument invraisemblable. Là-dedans, il y a de la techno, et dans cette techno, on pourrait se dire, il n'y a que de la techno chinoise. Eh ben non. Il y a beaucoup de techno françaises dans les robots humanoïdes chinois. Laquelle, tout d'un coup, le silence se fait. Les gens sont stupéfaits. Eh bien oui. C'est quoi? C'est les microcontrôleurs de ST Microelectronics Acrol, STM32. Et c'est ce qu'on a pu voir, c'est-à-dire qu'on vous fait visiter des ateliers avec les robots, puis ensuite on regarde quelles sont les cartes mères, les cartes de semi-conducteurs, vous regardez, et puis vous découvrez qu'il y a écrit STM32. STM32, c'est fabriqué à Crolles, Grenoble. Hein. Et donc il y a de la place pour l'industrie française, pour peu qu'elle soit coordonnée, qu'elle ait confiance en elle-même, qu'elle mobilise les moyens, etc. Voilà. Alors, la BPI, dans ce contexte-là, je rappelle que son plan stratégique est extrêmement simple. 35 milliards d'euros sur l'industrie, 35 milliards d'euros sur la décarbonation de l'économie française, dans les 4 ans qui viennent. Donc, c'est des moyens qui sont considérables. Derrière ces 35 milliards d'euros, il y a toute la boîte à outils qui a été construite historiquement et qui est assez profonde, même très profonde. Et un objectif que je partageais avec le ministre à l'instant, qui est que aujourd'hui, nous couvrons, c'est-à-dire ils sont, clients de la BPI, 55% des PMI et PME industrielles françaises. Et l'objectif, c'est de monter à 70%. Avec la patronne de la cellule industrie qui est ici, présente dans la zone BPI France, puisque l'impératif stratégique de conquête du plan industrie de BPI France, il descend dans les 50 agences, branches, direction régionale de BPI France, et tous les collaborateurs de BPI France en région sont formés à la conquête industrielle, au dialogue avec les entrepreneurs de l'industrie, et sont formés donc à expliquer ce que nous avons composé en termes de menus, d'outils possibles de la boîte à outils de BPI France, dans lequel on va trouver quoi? Du financement du court terme, du financement du long terme, du financement massif de l'innovation avec France 2030, en subvention, en prêt, en avance remboursable, de l'equity, beaucoup d'equity, l'equity direct, de l'equity indirect au travers de tous les fonds que nous finançons, des appels à projets première usine, tout le plan Deep Tech qui a été lancé en janvier 2019 et qui produit ses effets, puisque chaque année, nous engendrons 350 nouvelles start-up Deep Tech sorties des universités françaises qui, pour l'essentiel d'entre elles, vont devenir des start-up industrielles. Et puis, enfin, toute la dimension conseil de notre offre, qui est de plus en plus importante avec nos accélérateurs, nos prestations de conseil, nos missions de conseil. On fait 10 000 missions de conseil par an. Et on fait rentrer 900 entreprises dans nos accélérateurs chaque année. Et sur les 900, il doit y en avoir bien 600 qui sont des entreprises industrielles qui rentrent dans nos écoles, qui sont des écoles de la performance, qui sont les espèces d'écoles de guerre de la reconquête industrielle. Chaque année, 600. C'est considérable. Avec des effets d'ailleurs qui sont tangibles, absolument tangibles et mesurés, pour des coûts à l'échelle de l'effet de levier que ceci représente, qui sont tout à fait raisonnables. Voilà. Donc je pense qu'on est au total équipé. Il faut toujours se poser la question de savoir qu'est-ce qui nous manque encore.
Eh bien, plusieurs choses tout de même. Hein. D'abord, les startups industrielles, donc on est à la fin, disons, de la première demi-décade du plan. On en a fait beaucoup. Elles ont bien démarré leur vie et on passe à l'étape où il faut qu'elles lèvent chacune d'entre elles 200, 300, 400 millions d'euros. Et ça, c'est difficile. Ce qu'on a réussi à craquer dans le monde du digital avec ce que vous avez entendu être les fonds de growth, vous vous souvenez de ça, le late stage, enfin tout ça, c'est des expressions plutôt anglo-saxonnes, mais ça dit ce que ça veut dire, c'est des très gros tickets dans des boîtes strictement digitales. Ça, on l'a plutôt pas mal fait. Hein. Et d'ailleurs, on a attiré beaucoup de capitaux étrangers, américains en particulier. Maintenant, il faut faire le late stage de la réindustrialisation, c'est-à-dire les gros tickets de 300-400 millions d'euros dans des start-up industrielles, et ça suppose des fonds deep tech, qui sont des fonds avec des ingénieurs plutôt que des HEC. Et ça, on n'en a pas beaucoup en France. Et il n'y en a d'ailleurs pas beaucoup ailleurs dans le monde non plus. Hein. Les Chinois ont leur propre méthode, c'est de l'argent public, l'argent public, l'argent public. Les Américains, c'est beaucoup les GAFA en fait qui réinjectent les profits gigantesques qu'ils font à l'échelle de la planète, qui sont des profits de l'ordre de la masse fiscale d'un seul pays pour chacun d'entre eux, et qui vont investir massivement dans la deep tech américaine. Et en Europe, n'auront pas de GAFA et ne vont plus assez d'argent public. Et donc on a ce problème. Et donc, maintenant qu'il est identifié, comme toujours quand on identifie un problème, on va finir par le traiter. Hein. Mais c'est quand même un sujet significatif. Et typiquement, vous prenez le Quantique. Le Quantique, c'est quand même des très belles entreprises industrielles qu'on est en train de construire. On a construit des usines. Bon, chacune d'entre elles doit lever 300 millions. Ben, il n'y a pas l'argent européen aujourd'hui pour mettre 300 millions dans les boîtes du Quantique français. Hein. Donc on va le chercher ailleurs, on se débrouille. Mais voilà. Donc ça n'est pas, c'est juste pour indiquer, mais vous le savez tous très bien, que ça n'est pas une partie de campagne tout ça. Voilà. Donc ça nous manque encore. Et je pense que ce qui nous manque également encore, et c'est, je pense que le ministre sera d'accord, c'est la dernière grande étincelle qui fasse exploser la volonté de puissance collective des Français autour de l'industrie. Le sondage qui est publié aujourd'hui montre qu'il y a un consensus transnational, transpartisan, transrégional, tout ce que vous voulez, complet sur l'industrie. C'est-à-dire qu'il n'y a quand même pas beaucoup de sujets dans lesquels la France est nourrie d'un consensus pur et simple. Il y en a un, c'est la réindustrialisation. C'est quand même incroyable. Dans ce pays si divisé, l'industrie fait l'unanimité, absolument l'unanimité. Et donc ça doit normalement pouvoir se traduire par une expression collective publique, vous voyez ce que je veux dire, hyper musclé, flashy, enfin, ça doit se voir, quoi. Or, ça se voit pas encore assez. Ça se voit pas encore assez. Mais le jour où ça va se voir, genre défi du 14 juillet, Champs-Élysées, patrouille de France, Hardy Petit aux armes citoyens, quelque chose peut arriver, quelque chose peut se produire, c'est-à-dire les situations où l'entrepreneur dit « j'arrive pas à recruter », personne ne veut venir bosser dans ma PMI. Ces situations-là, normalement, doivent pouvoir rentrer dans le passé, puisqu'aussi bien la France veut réindustrialiser. Voilà. Donc je remercie à nouveau le travail incroyable qui est fait par GL Events. C'est pour ça que j'accepte de prendre la présidence de ce salon une fois de plus. C'est que c'est par ces événements de puissance-là qu'on va faire comprendre qu'en fait la France est complètement en marche vers sa réindustrialisation. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Il y a un an, jour pour jour, on était sur le kick-off pour l'édition 2025 de Lyon. Et on était dans un climat qui était déjà celui d'aujourd'hui, hein, qui était un climat un peu tendu, un climat de manque de visibilité. On avait déjà peur. Ça n'empêche que Global Industries 2025, c'était quand même 60 000 industriels. Hein. C'était 8 000 jeunes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait faire des choses en France, on sait se fédérer, on sait se rassembler. Vous avez donné la plus belle image de l'industrie en 2025, de ce qu'on pouvait donner. Ce sont des gens qui connaissent l'industrie, bien sûr, et ceux qui ne la connaissent pas. Des grands médias, RMC notamment, les grandes gueules qui ne viennent jamais sur les salons industriels, ils étaient bluffés par ce qu'on est capable de faire, par comment on se mobilise, par comment on se réinvente, par comment on se provoque et par comment aujourd'hui on a été interpellé par l'industrie. Nous, c'est forcément c'est là-dessus qu'on puise votre énergie. Donc l'an dernier, on l'avait thématisé par « on lâche rien ». Alors on ne va rien lâcher encore et on ne lâchera jamais rien. Mais on voulait juste positiver parce que c'est bien de dire que les usines ferment, il y en aura toujours qui fermeront. Mais si aujourd'hui on a Christelle, si aujourd'hui on a Doris, si aujourd'hui on a Laure, c'est parce que notre industrie, elle est belle. C'est aussi ce qu'on a voulu dire à travers le teaser. C'est positivons l'industrie parce que si on dit aux jeunes que l'industrie ferme, ils ne viendront jamais dans l'industrie. Par contre, si on sort les bonnes nouvelles de l'industrie, comme le fait la BPI régulièrement, si on sort les choses qui sortent de nos industries françaises, je suis quasiment sûr, alors on n'est pas au bout du tunnel,
mais on n'est plus au début du tunnel. Donc il faut juste, je pense, continuer à se fédérer. Je parle bien sûr aux syndicats, aux fédérations, qu'on n'aille pas voir ailleurs, qu'on reste bien fort ensemble sur cet événement Global Industrie qui est la plus belle vitrine. On avait voulu avoir la plus grande ferme de France, on l'a. On voulait avoir la plus grande vitrine de l'industrie. Vous l'avez, c'est votre outil, c'est notre outil. C'est l'outil, bien sûr, du gouvernement. Donc je crois en cet outil-là, je crois en vous, je crois en Nouvelle Foi, en ce que vous dégagez au quotidien. On ne lâchera rien, mais positivons au quotidien. Et pendant 4 mois, vous allez entendre ça partout. Positivons l'industrie, soyons fiers de nos industriels. Notre énergie, notre passion, notre envie, on la puise tous les jours, toute l'année, sur tout le territoire. Vous le savez, on fait 12 événements par an dédiés à l'industrie. On adresse plus d'1 million de personnes dans l'industrie. On leur parle toute l'année. C'est là qu'on vient retirer aussi notre légitimité, notre crédibilité. C'est ce qui fait qu'on vous comprend, c'est ce qui fait qu'on vous écoute, c'est ce qui fait qu'on porte votre voix. C'est ce qui fait aussi qu'on est animé, parfois un peu en colère, mais surtout avec cette volonté toujours d'aller vers l'avant. Global Industrie, c'est une vitrine, comme le disait Sébastien, mais c'est une vitrine qui est surtout technologique. On a cette chance incroyable, c'est que entre ces 60 000 personnes qu'on fédère pendant 4 jours, il y a plus de, quoi qu'on en dise, au-delà de tout ce qu'on met en avant, il y a beaucoup plus d'innovations, il y a beaucoup plus de choses qui sont évoquées. Et ça se traduit par une offre mondiale avec plus de 91 pays qui sont présents. C'est tout le monde entier qui est présent pendant 4 jours. C'est tout le monde entier, mais c'est aussi toutes les innovations. Depuis que Global Industrie a été créé, on a mis en avant plus de 4000 innovations et nouveautés technologiques. On est fort, on est créatif, on est puissant, on sait le dire, on sait le montrer, et nous, on fait en sorte de le mettre bien évidemment en avant. Et aussi, on parle pas uniquement qu'aux professionnels, on le sait, on en parle souvent, il y a un enjeu critique dans l'industrie, il y a un besoin d'attirer, il y a un besoin de la rendre désirable. Tous les gens qui bossent dans l'industrie sont passionnés, sont fiers de ce qu'ils font, des petits qui ont ces savoir-faire incroyables et qui s'internationalisent partout, mais aussi des moyens et des grands. On sait qu'en France, malgré tout, on a plus de 90% de PME et de TPE, mais il faut aussi continuer pour qu'on pousse encore et qu'on fasse grandir des ETI. Et ça fonctionnera parce qu'on parle à une jeunesse qui n'est pas statique, une jeunesse qui prend la parole, qui écoute, qui vit, qui représente aussi et qui demain sera l'industrie. Et quand on regarde aussi, nous, dans le rétroviseur, on est fiers parce que c'est toujours que des petits pas. Il y a aussi plein de très belles initiatives. On regardait le bus ce matin quand on a accueilli le ministre, avec le tour de l'industrie qui se déroule sur toute la France. On avait aussi, nous, à cœur de vous dire que déjà, depuis que Global Industrie a été créé, c'est plus de 50 000 jeunes et demandeurs d'emploi ou chercheurs d'emploi qu'on a invités, qu'on a sensibilisés, qu'on a accompagnés pour aller vers l'industrie. Et c'est ce qu'on veut continuer à faire, et ça, on peut le faire aussi grâce à vous, parce qu'il n'y a personne d'autre mieux que vous qui parlez, qui incarnez, et qui faites en sorte d'attirer cette jeunesse vers l'industrie. En effet, on continue. Hier, j'étais sur un salon de l'emballage à Lyon, Prodenpack, 750 entreprises. Julie était il y a quelques semaines à Angers. On sera aussi à Douai. On est aussi partout comme vous. Et c'est les territoires aujourd'hui, mais je crois que le ministre, on va en parler beaucoup mieux que moi parce qu'il est des territoires et c'est aussi important qu'on ait un ministre qui vienne aussi de la France. L'industrie, c'est là. Une nouvelle fois, pour faire un parallèle avec l'économie, il n'y a pas d'économie forte sans industrie forte. Ça sera aussi le slogan qui va nous accompagner sur les 5 prochains mois. Donc, on ne va pas se louper. On a juste besoin de vous. On a juste besoin que vous soyez aussi forts que vous l'êtes depuis 30 ans, depuis 40 ans. Vous êtes aussi résilients. Je parle à beaucoup d'industriels qui ont souffert. Je crois que depuis 10 ans, l'industrie est beaucoup reconnue et beaucoup mieux reconnue. Il y a encore du boulot, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, Global Industrie, une nouvelle fois, je le redis avec toute transparence, toute humilité, c'est votre outil qu'on a rêvé pendant un certain nombre d'années qu'on a. Donc aujourd'hui, profitez-en. Une nouvelle fois, j'ai remercié mesdames. On a beaucoup parlé de féminisation de l'industrie, c'est pas fait exprès, mais en tout cas, on est fiers de vous avoir toutes les trois avec tout. Et c'est important parce que nous, on a les belles paroles avec Julie, mais nous, on est des metteurs en scène, on met en musique ce que le marché nous dit, ce que l'industrie doit avoir, une nouvelle fois avec Nicolas plus que nous. Mais on a besoin d'industriels, on a besoin de force de frappe, on a besoin de concret, on a besoin aussi d'exemples. Et je demandais à Christelle Bory, donc la directrice, la présidente des Ramettes, de venir nous rejoindre. Et si tu peux lui donner ton micro, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christelle. On voulait, à travers votre expérience et votre regard, aussi parler des nouvelles réalités mondiales qui sont forcément problématiques. Nicolas en a parlé en introduction, de voir comment vous aussi vous vivez tout ce que se passe un peu aujourd'hui, ce climat un peu de tension. Alors, effectivement, là, on a été très positif et il faut l'être parce qu'il y a effectivement beaucoup de belles choses qui se passent en France. Moi, je vais peut-être apporter un peu une douche froide, mais ça nous permettra après de réfléchir de comment on peut rebondir. Franchement, ce qu'on voit se passer là depuis
2 ans, 2-3 ans, sur les marchés mondiaux est extrêmement inquiétant et moi m'inquiète énormément. Montée des nationalismes, fin du multilatéralisme, consécration du rapport de force dans le rapport entre les pays, restriction croissante à la liberté du commerce. Et il y a des exemples sur tout ça. Dans le domaine, moi, dans lequel je suis, puisqu'Eramet est un mineur sur les métaux de la transition énergétique. Donc, un mineur veut dire qu'en fait, on travaille assez peu en France, même si on est une entreprise française, puisqu'il n'y a pas beaucoup de mines dans nos pays. Mais on est en Afrique, en Indonésie, en Amérique latine, etc. 50% des pays africains, dans les 2 dernières années, ont mis des restrictions sur leurs exports de matières premières. La Chine, vous le savez, a accaparé une grande partie de ces chaînes de valeur amont, parce qu'elle a compris, beaucoup plus tôt que nous, que le début de la chaîne, dans toutes nos industries, ce sont des matières premières, et que si on n'avait pas les matières premières, on était forcément dépendant d'autres. Donc la Chine a investi massivement, 300 milliards sur les 20 dernières années, 25 milliards simplement sur le premier semestre de cette année, 25 milliards en un semestre, pour acheter et développer des gisements en dehors de son territoire. Elle maîtrise aujourd'hui quasiment tout le raffinage des matières critiques dans le monde. C'est 70% en moyenne, ça va de 50 à 100%. Et elle a commencé à s'en servir, puisque vous savez maintenant qu'il y a des restrictions sur les exports des terres rares. Et les gens qui sont dans l'industrie automobile savent que maintenant, ils ont des problèmes pour s'approvisionner en aimant permanent, puisque qui dit terres rares, aimant permanent, l'Europe importe 98% de ses aimants permanents de Chine. 98% de ses aimants permanents. Les aimants permanents, il y en a partout. Donc on sait créer des situations de dépendance, et le problème, c'est que effectivement, ce multilatéralisme, cette mondialisation heureuse, elle est terminée. Et j'ai vu vraiment une accélération, moi, depuis l'arrivée de Trump, puisque lui utilise le rapport de force, condamne le multilatéralisme, et ça a complètement désinhibé un certain nombre de chefs d'État africains qui se disaient encore que peut-être il fallait faire semblant de respecter un peu l'OMC. Ils se disent aujourd'hui, mais alors attendez, pourquoi je respecterais l'OMC? Plus personne ne le respecte. La Chine ne l'a jamais respecté, l'Inde non plus, les États-Unis ne le respectent pas. Enfin, pourquoi moi je respecterais la liberté du commerce? Donc, en fait, ils font des deals. Je te donne des matières premières, mais tu m'apportes des armes, tu m'investis en infrastructure. Donc, la liberté du commerce n'existe plus. L'autre gros changement, c'est la montée de la Chine comme puissance d'innovation. Et ça, la Chine, vous connaissez les chiffres, hein, c'était 6% de la production industrielle mondiale en 2000. 2000, c'est il n'y a pas longtemps. Hein. C'est 30% aujourd'hui. Et les États-Unis et l'Europe, c'était à peu près 50% tous les deux à la même époque, et on est passé à 35%. Donc, on a une Chine qui avant copiait et faisait pas cher des produits de masse, pas toujours de très bonne qualité. Aujourd'hui, ils sont en avance, mais beaucoup d'avance sur un certain nombre de technologies. Le véhicule électrique, la batterie, c'est évident. Sur la batterie, ils ont 20 ans d'avance, on a perdu la guerre. Moi, je considère que la batterie, on a perdu la guerre et que maintenant, il faut jouer autrement. Je vais y revenir. Et puis, donc, 70% des véhicules électriques dans le monde sont produits en Chine, 85% des batteries. Le solaire est complètement chinois, technologie ou production. Bon, donc, on est face à un monde qui est devenu complètement différent.
Alors, les conséquences pour nous, pour notre industrie, c'est quoi? C'est que de plus en plus de ruptures d'approvisionnement. Vous le voyez chez les gens de l'automobile. Manque de puces, puis manque d'aimants permanents, etc. Puisque chacun met des restrictions d'accès aux technologies, pas seulement aux matières, aux technologies aussi. C'est des sujets de perte de compétitivité parce qu'ils ont des chaînes de valeur extrêmement intégrées qui les rendent très compétitifs et très lean sur leur chaîne de valeur, ce qu'on n'a pas forcément. Donc des problèmes de compétitivité, des problèmes d'approvisionnement. Et si j'accélère un peu, que peut-on faire par rapport à tout ça? Bien, en fait, il faut que l'Europe cesse d'être naïve. Et que le rapport de force, on le joue aussi, pas de la même façon que Trump, mais nous, on a une grosse force, c'est 450 millions de consommateurs à fort pouvoir d'achat. Et ça a une grosse valeur sur le marché mondial. Les gens ne peuvent pas se passer de l'Europe. Jouons cette carte-là et exigeons là où on n'a pas les technologies, où on est en retard sur les technologies, exigeons du contenu local. Moi, je me bats depuis plusieurs années sur le contenu local. Vous voulez accéder au marché européen, vous venez produire chez nous 50-50 en joint venture avec transfert de technologie. Et c'est comme ça qu'on va monter en puissance. Les Chinois ont fait ça il y a 30 ans sur le véhicule thermique. On doit faire ça aujourd'hui sur toute une série de produits. Ils ont besoin du marché européen. Le marché américain se ferme. Il faut absolument qu'on ne soit pas naïf sur le contenu local. Le deuxième point, c'est là où on a encore soit une avance, soit une vraie compétitivité. Bâtir des chaînes de valeur intégrées. Pensez à ça. On a trop pensé dans l'automobile. Moi, je connais bien l'industrie automobile. Il y a des pièces qui passent 10 frontières avant d'arriver sur le véhicule final d'assemblage. Chaque pays ajoutant une petite valeur sur le... On ne peut plus se permettre ça avec les barrières douanières, avec les restrictions au commerce. Il faut qu'on bâtisse le plus possible de chaînes de valeur intégrées et souveraines, soit en les faisant chez nous, soit en faisant des alliances, mais des alliances solides, durables, y compris au niveau diplomatique, avec des pays amis. C'est tout le friendshoring dont on parle, mais c'est hyper important parce que si on n'arrive pas à faire ces alliances, on va être dépendant sur un maillon de la chaîne qui un jour peut se fermer. Donc, connaissez vos fournisseurs. Moi, j'ai été frappée quand il y a eu le Covid, quand il y a eu l'Ukraine, de savoir qu'on ne connaissait pas nos fournisseurs et ni les fournisseurs de nos fournisseurs. Donc, pensez en chaîne de valeur intégrée. Et puis, il faut beaucoup d'agilité. Je pense que vous en avez. Il faut, j'en profite qu'on ait le ministre avec nous, jouer au niveau français, au niveau européen, parce que notre champ d'action économique maintenant, c'est quand même de plus en plus l'Europe, au niveau européen, pour de la simplification, pour permettre de prendre des décisions rapidement. On a mis 20 mois à sortir un omnibus simplification en Europe. Je pense que si on continue à ce rythme-là, on aura perdu la guerre assez rapidement. Donc il faut que en fait, le système aide, soit au même rythme que vous tous, que les entrepreneurs, pour pouvoir gagner. Merci beaucoup, Christelle. J'ai été trop long. Merci beaucoup, Christelle. En effet, il faut penser global et agir en local. Et pour agir en local, on a besoin d'acteurs qui accompagnent la transformation, qui accompagnent la digitalisation, qui font en sorte de faire muter cette industrie pour qu'elle soit agile et compétitive face au monde. Et donc, j'invite un exemple qui est Siemens, bien évidemment, on connaît tout le monde, Doris, à nous rejoindre pour justement aussi faire ce partage-là sur son expérience et sa vision. Bonjour à toutes et à tous. Bon, Christelle a parlé des chaînes de valeur intégrées et tout ça, et tout à fait, je pense qu'on est à un moment où on doit faire un reboot de notre écosystème. On parle beaucoup d'écosystème, parce qu'il se passe aujourd'hui, on trouve des situations en France où un grand groupe doit arrêter sa production parce que un problème de qualité et de livraison d'un producteur chinois. En même temps, il y a la PME
française qui est au bord de la faillite parce qu'elle n'a plus de clients qui achètent ses produits et bon, en plus, elle n'est plus suffisamment compétitive parce qu'elle n'avait plus les moyens de financer. Et enfin, les startups industrielles qui veulent s'implanter en France, qui ont de super idées, bon, ils ont du mal à trouver des financements parce que pour avoir des financements, il faut des off-take agreements, des grands groupes qui aimeraient bien acheter mais ne peuvent pas trop le faire parce que, enfin, ils ont peur d'acheter auprès d'une startup qui pourrait tomber faillite. Donc, voilà, il faut se reposer la question comment faire afin que cet écosystème fonctionne mieux ensemble. Et là, il y a plusieurs facteurs. Un facteur, c'est tout simplement notre bonne volonté de changer nos habitudes, d'acheter auprès des sociétés françaises, européennes, au lieu d'acheter en Chine ou ailleurs. Le deuxième, c'est les conditions cadres, et c'est là, laisser les entrepreneurs entreprendre, et c'est là où la politique doit jouer un rôle important. Et finalement, et c'est le sujet pour lequel je pense, si vous m'avez demandé d'intervenir un peu, c'est l'utilisation des technologies, l'innovation et les technologies qui existent déjà et qui nous permettent d'améliorer carrément notre productivité et notre compétitivité. Et là, je pense que c'est notamment les PME qui ont un retard à rattraper. Je connais un peu l'Allemagne et si on compare un peu les chiffres, c'est quand même assez frappant. On a à peu près le même nombre de PME, petites et moyennes entreprises entre la France et l'Allemagne, mais sont structurées très différemment. En France, beaucoup de petites entreprises orientées vers le commerce et le service. Et en Allemagne, ce sont des entreprises plus grandes et lourdes d'un point de vue technologique. Ces entreprises en Allemagne génèrent la moitié de la valeur ajoutée. En France, ce n'est qu'un quart à peu près. Et seulement 10% de ces entreprises en France sont vraiment digitalisées. Et enfin aussi, le taux de robotisation, qui est un grand élément de productivité. Bon, la France a à peu près 2 fois moins de robots que l'Allemagne. Et donc, l'Allemagne a ses problèmes à part, mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Donc, il y a un potentiel d'amélioration énorme. Et donc, ces nouvelles technologies, ils existent. Ce n'est pas seulement pour les nouvelles entreprises qui s'implémentent que ça peut aider. Là, Siemens, nous équipons à peu près une usine sur 2 avec nos technologies. Et ce qu'on voit, on a nos automates un peu partout, mais il y a encore un potentiel énorme d'amélioration sur toutes les chaînes de valeur au sein de l'entreprise. Je donne l'exemple d'une entreprise qui s'appelle Nidax, qui est un des acteurs clés de production de supportage de câbles, qui a 100 ans et qui voulait aller dans cette direction. Donc on a travaillé avec cette entreprise, on l'a aidé avec un outil qui s'appelle Mendix, un outil low-code simple à mettre en place, à automatiser toute la partie traitement de commandes, ce qui les a permis vraiment d'améliorer la productivité, réduire les réclamations et ainsi de suite. Il y a plein d'exemples comme ça. Après, l'autre sujet, c'est aussi d'aider les nouvelles entreprises, les nouvelles usines à sortir de terre. Et eux, ils ont vraiment beaucoup de chance parce qu'ils peuvent utiliser l'automatisation, la digitalisation dès le début. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ce qui constitue l'or de notre industrie, on est assis sur une mine d'or et ce sont les données qui vont nous permettre de nous améliorer en continu en utilisant les outils digitaux. Et si je crée par exemple un jumeau numérique de mon usine dès la construction, je peux concevoir, optimiser cette usine avant que je la construise et après utiliser ce jumeau numérique pour l'optimiser en permanence. Ce que nous faisons par exemple avec des sites comme Gravity à Fos-sur-Mer qui va produire de l'acier vert, voilà, on les aide à créer ces outils digitaux pour déjà préparer leur productivité et compétitivité dans le futur. Et dernier sujet, l'intelligence artificielle. C'est aussi quelque chose qui n'est pas seulement réservé aux grands groupes. Aussi, les PME peuvent en profiter. Il y a des solutions très simples, plug and play à mettre en œuvre, et on l'a montré déjà l'année dernière à Global Industry, une solution qui s'appelle Sensei, qui permet de faire de la maintenance prédictive en utilisant des chatbots, en interagissant avec les machines, ce qui vous permet de réduire les pannes, par exemple, de 50%. Donc, les outils existent. Mais une condition est absolument nécessaire. Il faut que les entreprises, petites et grandes, arrivent à structurer les données.
Seulement 20% des données dans l'industrie aujourd'hui sont exploitées, exploitables. Donc structurons les données afin qu'on puisse utiliser la digitalisation et les nouvelles technologies afin d'aider à améliorer la productivité. Merci. Merci beaucoup, Doris. Merci beaucoup. On a parlé des territoires qui sont bien sûr importants, qui sont aussi le cœur de nouvelle fois de la France au niveau industriel. Et on a demandé à Laure, directrice des affaires internes, externes chez UPSA et aussi du développement durable. Alors UPSA, c'est bien sûr dans le Lot-et-Garonne, donc on est fiers parce que nous, on vient du Lot-et-Garonne. Et c'est pas que pour ça, Laure, mais on est très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Alors, on a vu la mondialisation. Moi, je vais vous parler du territoire. Avec un exemple illustrant qui est effectivement UPSA, qui est une entreprise qui a 90 ans d'histoire dans le Lot-et-Garonne, 90 ans de destin lié avec le Lot-et-Garonne et une naissance donc en 1935, une production 100% française, qui fait qu'aujourd'hui, on a eu une certification Origine France garantie qu'on a annoncée au Salon du Made in France. Je vois Gilles qui est là. Donc ça a été une grande fierté. Et puis, un ancrage donc territorial très fort et un rayonnement international puisqu'on exporte 60% de nos volumes dans plus de 70 pays aujourd'hui. On a notamment aussi ouvert une filiale en Chine. Vous voyez, cette histoire, c'est une histoire très singulière d'une ETI pharmaceutique qui fait aujourd'hui 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a cette ambition à la fois d'être très forte sur son marché domestique, mais aussi de rayonner et d'exporter la marque française à l'international. Et donc, elle a besoin de ce territoire. Elle a besoin de cet ancrage parce qu'on sait que le succès d'UPSA est lié à la vitalité économique et sociale du territoire. Et qu'on n'est pas juste là, implanté sur un territoire, mais qu'on doit aussi répondre aux enjeux du territoire, grandir avec le territoire. Et c'est pourquoi aussi on développe tout un écosystème avec nos fournisseurs. Un fournisseur sur 2 pour nous est au sein du territoire, 8 sur 10 au niveau national. Donc on a une vraie volonté d'avoir une politique d'achat qui soit responsable. Et on a besoin de fédérer aussi les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, au sein du territoire et de travailler avec l'ensemble de l'écosystème institutionnel. Et on a notamment créé quelque chose d'assez inédit, qui est une académie des élus, avec le président de l'agglomération d'Agen, qui vise justement à expliquer les enjeux stratégiques d'UPSA au sein du territoire, à ouvrir les portes de l'usine pour qu'ils viennent comprendre en fait ce qu'on vit, ce qu'est cette réalité d'une industrie implantée sur le territoire. On a lancé cette académie des élus qui a très très bien fonctionné. On a fait 3 sessions et ça nous permet d'avoir des ambassadeurs aussi. Parce que justement, au niveau de ces territoires, et je dirais aujourd'hui, on a quand même quelques limites. Et monsieur le ministre, j'en profite, parce que nous sommes dans le domaine de la santé. Vous savez que c'est un domaine qui est régulé, que nous ne pouvons pas fixer nos prix donc de nos médicaments et qu'aujourd'hui, sur la question des produits matures comme nous produisons, puisque nous produisons des marques emblématiques à base de paracétamol, on a des prix très très bas puisqu'on produit pour une boîte de Dafalgan 76 centimes la boîte. Et aujourd'hui, on sent cette volonté très comptable de toujours aller vers des baisses de prix sur les produits matures. Et pour financer l'innovation, on pense que c'est un faux débat, car il faut garder les produits matures, garder les innovants, mais parce que quand on fait ça, eh bien, on altère en fait la rentabilité d'une entreprise qui ne peut plus investir. Nous, on investit 15 millions d'euros chaque année sur le territoire dans notre outil industriel, et donc on a besoin d'avoir cette rentabilité assurée. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de menaces et d'injonctions contradictoires au niveau de l'État. C'est-à-dire qu'on nous dit, oui, la souveraineté sanitaire, c'est important, oui, la souveraineté industrielle. Et on est un acteur clé. Je pense qu'on est très contributeur, puisqu'on participe aussi à la relocalisation des matières premières, on en parlait. Nous, notre principe actif paracétamol, il est délocalisé depuis 2008, donc on s'approvisionne en Chine ou en Inde. Donc demain, en 2027, ce sera en France qu'on pourra avoir du paracétamol et on s'en réjouit, mais on a investi plus de 20 millions d'euros dans ce projet avec Séquence. Voilà, pour aussi intégrer une filière de bout en bout, en fait, de la production de paracétamol. Mais on ne peut plus faire face à ces injonctions contradictoires. Injonctions contradictoires qui, en fait que des articles de la LFSS sur la prise en compte du prix dans le prix, la prise en compte, de l'empreinte territoriale dans le prix des médicaments n'est toujours pas appliquée.
aujourd'hui, en 2025, alors que voté par les parlementaires. Également, un frein assez énorme sur Origine France Garantie, sur le fait qu'on ne peut pas mettre sur nos boîtes de médicaments le fait que nous produisons en France. Donc voilà, toutes ces injonctions contradictoires font que ça freine aussi nos élans, notre dynamisme et ce levier de compétitivité qu'on peut avoir. Sachant que nous, en plus, on voit qu'à l'international, la marque France, elle rayonne. C'est un véritable succès, notamment en Chine. On exporte même nos boîtes avec le packaging français, puisque c'est ce qui est demandé, reconnu en tant qu'une sorte de gage de confiance et de qualité. Donc voilà, j'ai vraiment un message aujourd'hui pour dire on est très engagés, mobilisés, on est passionnés, on veut garder nos industries sur les territoires, mais il faut aussi nous aider pour qu'il y ait un environnement qui soit favorable à cette croissance et qu'elle soit durable. Merci. Merci beaucoup, Laure. Vous l'avez compris, les entreprises industrielles, elles investissent, elles se battent pour leur territoire, elles accompagnent l'évolution, l'innovation. Mais on a aussi besoin de compétences, on a besoin de jeunesse, on a besoin de personnes qui sont engagées. J'invite Mido à me rejoindre. Mido, je suis désolée, tu as 2 minutes pour montrer à quel point l'industrie est pop et l'industrie détonne. Je te laisse ce petit moment. Donc, bonjour à toutes et à tous, très honoré d'être ici. Donc effectivement, je suis le petit jeune qu'on a invité pour essayer de vous faire sortir un petit peu des cadres classiques sur lesquels vous avez l'habitude de travailler. Alors je vais être très rapide, j'ai 3 points clés, je dirais. Le premier, je pense que c'est hyper important, si vous voulez redévelopper l'industrie Made in France, en fait il faut miser sur la jeunesse. La raison pour laquelle la Chine a aussi bien réussi, c'est pas venu d'un seul coup, c'est qu'en fait ça fait probablement plus de 30 ans qu'ils ont implémenté en fait un projet, et c'est un projet qu'ils ont partagé publiquement avec le peuple. C'est-à-dire que les gens se levaient le matin en sachant que ils allaient être une génération sacrifiée, mais que leurs enfants allaient vivre dans de super conditions et qu'ils avaient une mission, c'était fabriquer absolument tout ce que les autres pays du monde entier veulent. Et donc, si vous voulez que ça marche, faut miser sur nous, faut miser sur la jeunesse, puisque malheureusement, qu'on le veuille ou non, c'est pas quelque chose qui va marcher en 5 ans, 6 ans, c'est probablement quelque chose qui va mettre 30 ans. Et si ça met 30 ans, dans 30 ans, vous serez toujours là, mais je vous le souhaite, j'espère, vous serez en retraite, posé, tranquille. Donc, ce sera à nous de prendre la relève, et je ne le dis pas négativement, mais ce sera à nous de prendre les rênes. Le problème, c'est que si vous ne nous prévenez pas en amont de quelle est la mission que vous allez nous confier et qu'on le découvre une fois qu'on est sur le marché de travail, ce sera trop tard. Donc la première chose, c'est hyper important de miser sur la jeunesse, surtout que quand on est jeune, vous êtes nos modèles, c'est le moment où en général on vous écoute, donc profitez-en. Parce qu'après, on se fait notre propre expérience, on va profitez-en, implémentez ça dans des programmes, que ce soit dans l'éducation, que ce soit via des concours, des hackathons. Faites en sorte qu'il y ait de plus en plus d'implication des industriels vis-à-vis, je pense, des étudiants, et dès le plus jeune âge possible. Donc ça, c'est la première chose. Il faut miser sur la jeunesse, et il faut nous partager votre programme. Il faut le partager avec les plus jeunes pour qu'on sache quelle est la mission qu'on a. La deuxième chose que j'aimerais partager, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il y a un gros problème sur l'image des industries et du hardware en France. Moi, je m'en suis rendu compte malgré moi. Je suis ingénieur mécatronique de formation. Donc forcément, quand j'ai lancé ma startup, je l'ai lancée dans le hardware. Je pensais que c'était génial et que tout le monde allait adorer. Et à chaque fois que je pitchais, les gens me disaient « Oh, le hardware, bon courage ». Les investisseurs, le hardware, on préfère le soft. Et je me disais, mais mince alors, on m'avait pas prévenu, moi, je savais pas que le hardware avait perdu, on va dire, en cote. Et donc je pense que la deuxième chose, c'est que c'est important, ça va vous paraître un peu farfelu, mais d'investir sur la culture, en fait, la pop culture. Si aujourd'hui, l'image du hardware, d'ailleurs les seules fois où on entend parler du hardware dans les médias, c'est très négatif, c'est qu'on parle des grands industriels pour dire qu'ils ferment des usines, ils sont méchants, ils ont licencié 3000 personnes, on montre que des gens en bleu de travail. Et moi, quand je pitch, donc mon projet c'est Atmos Gear, on développe les premiers rollers électriques au monde, les gens ils me disent « Ah mais c'est stylé en fait le hardware ». Et donc je pense qu'il y a quelque chose à faire, quelque chose à changer sur la représentation du hardware dans les films, dans les bandes dessinées, à la radio. Ça vous paraît totalement anodin, mais sachez qu'il y a énormément de grands entrepreneurs qui ont créé des innovations qu'on utilise tous aujourd'hui, et ils ont eu l'inspiration dans un dessin animé, dans une BD, dans un film. Donc voilà, donc je pense que deuxième point clé, qui est un peu farfelu, mais auquel on ne pense pas, au lieu d'investir dans des campagnes pour on va dire aux gens « il faut industrialiser », limite, il vaut mieux investir dans une série, un petit film, et d'ailleurs j'en parle en connaissance de cause, puisque ce soir, on va avoir un des premiers éléments. Meilleur exemple que je peux donner, aujourd'hui tout le monde veut devenir chef pâtissier. Pourquoi ? Parce que c'est hyper stylé, c'est sur les réseaux sociaux, il y a les émissions, il y a Cyril Lignac, il y a tous les gens. Donc voilà, je pense que si on mise sur la pop culture, vous allez voir que d'un seul coup, les gens vont avoir envie de se remettre dans l'industriel, donc il faut rendre ça cool. Et le dernier point, et je terminerai là-dessus,
mon retour d'expérience que je peux vous donner en tant que start-upper. Parce que tout le monde pousse pour faire du Made in France. Nous, en gros, quand on veut fabriquer nos premières séries, souvent, en fait, on a des problèmes avec les industriels parce qu'ils ne savent pas gérer les petites quantités ou ils n'ont pas forcément l'envie. Et la troisième chose, je dirais qu'on a du mal à les identifier. Donc moi, un petit projet que je vous proposerais, parce qu'on est aussi là pour proposer des solutions, je pense qu'une des raisons pour lesquelles on aime bien, on va dire, travailler avec les Chinois, c'est parce qu'ils ont une plateforme qui est quand même assez géniale qui s'appelle Alibaba. Alibaba, ça te centralise absolument tous les fournisseurs dans tous les domaines. Tu tapes un mot-clé, tu trouves tous les fournisseurs. Tu peux échanger rapidement avec eux et tu peux payer directement sur la plateforme. Donc première solution que je vous proposerais, c'est de créer un équivalent de Alibaba français qui permettrait de sourcer absolument tous les fabricants du territoire, qui permettrait directement d'échanger en instantané avec ces industriels-là et de payer directement via la plateforme. Et le deuxième élément, et je terminerai là-dessus, c'est un projet de factory qui serait adapté pour les petites séries. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a un trou dans la raquette. C'est-à-dire que quand vous faites des grandes séries, il y a tout le monde, des toutes petites séries, il y a des Fab Labs, mais quand vous êtes dans l'entre-deux, il n'y a pas grand monde. Et donc, un projet, ce serait de créer un genre de factory qui serait dédié uniquement aux petites séries pour les startups françaises. Et je vous remercie. Merci Mido, merci beaucoup. Merci. Je pense que la main stage sur Global, il y a ta place. Monsieur le ministre, c'est vous qui allez clôturer la première partie. On voulait vraiment que vous puissiez la clôturer après la présentation et les prises de parole de nos industriels et de Mido. J'y vais ? Bon, bonjour à toutes et à tous, monsieur le directeur général, cher Nicolas, mesdames et messieurs. Alors, est-ce que le seul homme politique présent dans la salle va être le seul à respecter son temps de parole ? Je vous dis que oui. Je vous dis que oui. Et je dis ça avec vraiment beaucoup d'amitié envers toutes celles et tous ceux qui se sont exprimés avant moi, parce que c'était l'expression de femmes et d'hommes extrêmement passionnés et qui croient en ce qu'ils font. Et tout à l'heure, au moment de son propos, Nicolas Dufourcq a rappelé effectivement que c'était un combat, la réindustrialisation, mais un combat de gens qui y croient. Alors, il y a eu des convertis sur le tard. Et si on reprend un peu les choses, au début, on était un peu des Don Quichotte, à se battre tout seul. Et puis après, c'est le CID. On démarre à 500, on finit à 3000 en arrivant au port. On est plutôt comme ça maintenant, aujourd'hui. Et le sondage qui va être présenté tout à l'heure va indiquer qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un consensus politique, il y a un consensus dans la population, il y a une adhésion globale et générale des Françaises et des Français à dire que les choix du passé étaient des erreurs. Les choix, je l'assume en tant que tel, les choix du passé de dire que ce pays pouvait être un pays sans usine étaient une erreur. Et que les choix que nous faisons aujourd'hui, au contraire, avec toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui partagent cette même foi, eh bien les choix que nous faisons aujourd'hui pour dire non, la France n'est pas un pays sans usine et ne doit pas être un pays sans usine et sera un pays avec des usines, eh bien, est un choix unanimement reconnu, salué et partagé par les Françaises et les Français. Alors oui, il faudra du temps, parce que ce n'est pas en 3-4 ans, 4-5 ans, 8 ans, puisque c'est la 8e édition du Salon Global Industrie, que tout va s'inverser. Mais quelle erreur nous ferions, et c'est le message que j'avais délivré hier, Alexandre Sobo était là, et un certain nombre d'autres personnes étaient là hier à la REF, que de dire que certes le moment est difficile, et certes, il faut s'y adapter, j'y reviendrai, comme l'a dit à l'instant la présidente d'Erastil, mais que pour autant, si nous lâchons ce fil conducteur qui a été engagé maintenant depuis un certain nombre d'années à travers un certain nombre de politiques, à travers l'engagement extrêmement présent et que je tiens à saluer de BPI France partout dans les territoires pour réindustrialiser le pays, eh bien, ça serait une erreur fondamentale que les Français ne nous pardonneraient pas au regard justement de leur niveau d'adhésion à ce qui est fait en ce moment autour de ces questions industrielles. Et oui, vous avez raison, Madame la Présidente. Il est temps de regarder le monde tel qu'il est. Pas comme nous voudrions qu'il soit, mais tel qu'il est. Et j'étais très heureux de vous entendre parler de la question de la préférence locale, parce que en vous quittant et en respectant du coup mon temps de parole, parce que sinon je vais louper mon train, je pars à Bruxelles, puisque la France, vous le savez, porte cette idée de préférence européenne, mais la préférence européenne, ce n'est pas simplement un slogan pour le mettre dans les marchés publics. C'est bien évidemment, et pour moi d'ailleurs c'est le point fondamental de ce qui est la préférence européenne, la question du contenu local. Parce que imaginez ce paradoxe, à ce que nous ayons en France des usines, mais qui ne seraient que des usines d'assemblage de produits made in China, et où la valeur ajoutée n'existerait pas. Ce n'est
à notre avis, absolument pas concevable. Pour pouvoir le faire, pour autant, il faut aussi savoir se protéger. Alors oui, c'est long, c'est vrai. Vous savez, j'étais président d'une communauté d'agglomération. Ça a été souligné à plusieurs reprises. C'est vrai que c'est plus compliqué quand on est 50 autour de la table. Alors, en Europe, on n'est pas 50, on est 27. Mais c'est plus compliqué que quand, comme me le disait Nicolas Dufour, qu'on est une patrie d'ingénieurs avec un dictateur à la tête et où les principes démocratiques, ce n'est pas vraiment une préoccupation, c'est vrai. Mais comme vous l'avez dit aussi, qu'est-ce que ça peut être puissant? Qu'est-ce que nous devons sortir de ce complexe d'infériorité qui consisterait à dire que dès lors que nous pourrions rentrer dans des rapports de force, eh bien, nous allons forcément les perdre. Mais que serait l'Europe si elle n'était demain qu'un grand supermarché, mais pas une usine forte? Parce que si elle n'est pas une usine forte, elle n'a pas des consommateurs à fort pouvoir d'achat. Si elle n'est qu'un supermarché, elle n'a alors que des consommateurs à faible pouvoir d'achat. Et nous devons aussi collectivement sortir de cette logique du toujours moins cher qui en fait est une logique du toujours plus pauvre. Et assumer effectivement que la production locale ne veut pas forcément dire que ça sera plus cher et donc ça sera plus difficile pour le pouvoir d'achat. Parce que plus nous produirons localement, plus nous aurons de gens qui travaillent dans l'industrie, plus nous aurons de valeur ajoutée, plus nous aurons des gens avec des salaires qui sont 20 à 25% supérieurs à ce qu'ils sont dans les services. Je mets à part les services liés à la finance, mais les services que nous connaissons à Chalon-sur-Saône, à Montluçon, à Agen, c'est rarement les sièges des grandes banques. C'est plutôt les services à la personne, c'est plutôt le commerce, c'est tout ce qui parfois a remplacé l'industrie et qui ne génère pas suffisamment de valeur ajoutée dans les territoires et qui, par voie de conséquence, peut créer du désespoir parce que les gens travaillent et ne comprennent pas pourquoi à la fin du mois, ils n'y arrivent pas mieux. C'est ce qui m'amène aussi à resaluer le travail qui est fait par BPI France, qui a été un des premiers à croire dans les territoires. Je le disais tout à l'heure, j'arrive à Bercy avec un profil territoire. Parfois, j'ai un peu l'impression d'être un extraterrestre. Mais pour autant, et je ne veux pas du tout dénigrer, parce que, vous savez, il est important de casser toutes les fausses images. À la direction générale des entreprises, moyenne d'âge 35 ans. C'est un peu comme chez vous ici. Moyenne d'âge 35 ans. La moitié fonctionnaire, la moitié contractuelle. Des gens qui en veulent, qui savent qu'en venant à Bercy, ils participent à une mission qui est pas la mission habituelle de Bercy, de grands financiers, mais bien quand on est à la direction générale des entreprises, d'accompagner les entrepreneurs, d'accompagner la réindustrialisation et donc vraiment d'être dans la vie réelle et pas perché dans un château fort qui s'appelle Bercy, même s'il y a un pont-levis, un endroit pour accueillir les grandes personnalités. Mais néanmoins, il y a cette foi. Et il y a cette foi maintenant, désormais, qu'on doit mieux intégrer les territoires dans nos logiques de réindustrialisation, parce qu'il n'y a pas d'implantation d'usine possible s'il n'y a pas une intercommunalité qui aménage du foncier. Il n'y a pas de réalisation de la carte des formations, de la nécessité de rapprocher les formations des territoires industriels sans des régions qui y participent. Et il n'y a pas de réindustrialisation, effectivement, sans qu'il y ait BPI présent partout dans les territoires pour accompagner les PME et les PMI. Et on en parlait tout à l'heure, et on en parlait aussi avec vous, Doris, tout à l'heure. Il y a cette nécessité aujourd'hui de se tourner encore plus fortement vers les PMI, qui ont un besoin de modernisation de notre outil industriel, qui sont des gens impliqués dans les territoires et qui ne demandent jamais rien, et qui pour autant sont essentiels à soit la poursuite et au maintien de nos grands fleurons industriels, parce qu'ils en sont souvent les sous-traitants, ou alors sont essentiels parce qu'ils peuvent être parfois sur des niches à forte valeur ajoutée, et parce que, du coup, ils peuvent participer au rayonnement de la France et à la richesse économique de notre pays. Voilà ce que je voulais vous dire, parce qu'il me reste une seconde. Merci à tous, on a raison d'y croire et on va gagner. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Merci mille fois. On sait qu'elle a l'agenda serré. Je voulais juste une dernière fois remercier une nouvelle fois Nicolas. Nicolas, merci au nom de Global Industries, au nom des industriels, de ton soutien. Tu es notre guide. Merci d'avoir fait de Global Industries ce qu'il est devenu aujourd'hui. Merci à toi. Ce
Super. On va laisser donc, un petit micro tendu pour la presse par rapport au ministre. Et nous, on va rentrer dans le deuxième bloc. On va rentrer un petit peu plus dans le cœur du salon. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas être trop technique non plus, mais on va être fiers aussi de ce qu'on va vous présenter à travers déjà quelques chiffres, parce que vous savez que le plus beau CV pour un salon, c'est quand même toujours les chiffres. On a la chance d'avoir des beaux visuels, des belles coms et des belles slides, mais c'est quand même avant tout l'offre qu'on va présenter dans cette édition parisienne. Alors, c'est juste important de dire parce que il y a Global Industrie Lyon, il y a Global Industrie Paris. C'est juste 70% d'exposants communs, c'est quand même pas neutre. Et c'est 12% de visiteurs communs, ce qui veut dire que Paris a quand même toute sa légitimité. Alors c'est vrai qu'on n'est peut-être pas dans la plus belle ville d'Île-de-France, Villepinte. Il me semble qu'au mois de juin, tous les 2 ans, on va tous au Bourget, on est fiers d'y aller. Bourget, Villepinte, c'est que 5 km. Donc ça mérite aussi quand même qu'on puisse continuer ces 5 km et voir en tout cas cette plus belle vitrine de France. C'est plus de 3000 machines en fonctionnement. Donc si on veut avoir un outil pédagogique, comme l'a dit Mido, c'est entre autres aussi ce que vous allez pouvoir présenter. Cette édition parisienne, bien sûr, c'est dans 5 mois, donc on n'est pas à l'atterrissage, mais on sait qu'aujourd'hui, on va être sur 2500 exposants, sur 100 000 m², sur 60 000 visiteurs. Donc on va une nouvelle fois encore avoir la réplique, ou en tout cas on duplique, c'est pas grave, c'est des chiffres que Julie après va commenter, mais je voulais commencer. Et on va bien sûr dupliquer ce qui se passe à Lyon, sur lequel on a bien sûr un terreau très industriel, très utilisateur, mais une nouvelle fois on a force de croire et à cœur de faire que cette édition 2026 de Paris soit à l'identique de Lyon et soit aussi bien sûr celle de 2024. Voilà un petit peu les chiffres qu'on voulait vous présenter déjà en introduction avec Julie, et on a aussi bien sûr notre étude Global Industrie Ipsos, voilà, qui relate un peu ce qui a été dit par le ministre Nicolas. Vous l'avez compris, on a un petit décalage. Vous m'entendez? Oui, on a un petit décalage entre ce qu'on vous dit et les slides. C'est super, ça c'est toujours les joies du direct. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais en effet, chaque année, la semaine de l'industrie, c'est le moment où l'industrie est la reine, et c'est le moment où on veut aussi toujours consulter les Français pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, où on en est, quelle est leur vision, comment ils ressentent cette industrie, et donc d'une certaine manière comment elle est incarnée. Et donc on a fait ce travail avec Ipsos pour savoir finalement qu'est-ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui si on prend ce pouls-là. Le chiffre qui nous a le plus marqué, qui est pour nous le plus fort, c'est que tous sont unanimes, on le disait tout à l'heure, le ministre Nicolas le rappelait également, on fait consensus sur l'industrie, on fait consensus, et les Français font aussi consensus sur l'industrie. Il n'y a pas, pour 93% des Français, d'économie forte sans industrie forte. Ça, c'est, je pense, un chiffre qu'on doit marteler, qu'on doit incarner, qu'on doit porter et sur lequel on doit vraiment s'appuyer. Et des chiffres qui témoignent que finalement, ils considèrent que l'industrie elle est forte, c'est aussi parce qu'eux-mêmes, ils sont prêts à s'engager. Quand on leur demande, et au niveau, vous, du acheter français, est-ce que vous seriez prêts, même si c'est un peu plus cher, à acheter français, à partir du moment où c'est lisible, visible, compréhensible? On le disait, il y a aussi des enjeux de Made in France. Et ben oui, à 85% aussi, si ce n'est pas au-delà de 15%, bien évidemment, ils sont aussi prêts à acheter français. Ils sont même prêts à épargner. On ne m'entend pas? Pourtant, je crie. Hein. Je crie comme l'industrie. Et ils sont même prêts à investir pour l'industrie. Comme ça. Mais si je fais ça, comme ça, c'est la première fois que... Ah, là, ici, c'est mon menton. Il est trop grand. Et donc, à 76% aussi, si c'était la même valeur qu'un livret A, ils seraient prêts aussi à investir pour l'industrie. Investir, se mobiliser, consommer, valoriser l'industrie française. On vous partagera bien évidemment l'intégralité de cette étude, mais on voulait le dire, on voulait vous le rappeler, on voulait le marteler, on voulait que vous puissiez aussi prendre ces éléments-là pour les porter. La conférence de presse aussi suivra et fera en sorte, bien évidemment, de relayer ces éléments. Mais voilà, ça, c'est ce que pensent les Français aujourd'hui. Alors oui, tout n'est pas rose, oui, tout n'est pas facile, oui, il faut s'engager, mais oui, il y a de l'espoir. On continue dans la main stage. Nouvelle fois, nous, on s'est beaucoup inspiré de ce que fait nouvelle fois la BPI, le BIG, Julien Norona, Stéphane Endour et toutes les équipes, parce que nouvelle fois, ils mettent la place, ils font la place en tout cas à des entrepreneurs, des grands patrons industriels et pas que. Et on a une nouvelle fois Doris et Christelle qui seront présents dans cette grande scène en 2026. C'est important en tout cas de parler de thématiques, parce que nouvelle fois, c'est celle-ci qui va nous accompagner sur les 4 jours. Je vous rappelle, hein, c'est du 30 mars au 2 avril, du lundi au jeudi, parce qu'à vendredi, le vendredi à Paris, on ne travaille plus beaucoup. Donc on a essayé de thématiser, en fait, chaque journée aura ses temps forts, aura ses personnalités, aura ses moments avec les animations. Et donc on commencera en fait par une nouvelle fois le lundi, le jour d'ouverture. J'imagine aussi avec l'inauguration du ministre, nos industries face au monde. Je pense qu'il y a plein de sujets qui ont été évoqués, ne serait-ce qu'aujourd'hui, et que vous avez au quotidien. Et je pense que c'est important aujourd'hui de regarder le monde, l'Europe, comme ça a été évoqué. On enchaînera bien sûr le deuxième jour avec l'accompagnement de nos industries
en mouvement. Je crois que c'est plein de réponses qu'on doit avoir, une nouvelle fois plein d'accompagnements sur des PME, TPE qui doivent aujourd'hui trouver les réponses, en tout cas à leurs problématiques aujourd'hui. La recherche, innovation, transformation de nos industries à la pointe, je crois que une nouvelle fois c'est clé si on veut prendre le bon virage industriel. Une nouvelle fois, c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Et bien sûr la jeunesse, et je crois que Mido a été le parfait ambassadeur. Il n'y aura pas que Mido, vous verrez tout à l'heure, on va aussi essayer d'accompagner avec des jeunes qui ont aussi un beau carnet d'adresses, et j'ose dire en tout cas des beaux influenceurs. La jeunesse, poumon de notre industrie. Avec quelques déjà grands noms qui ont déjà acté, bien sûr. On a intégré nos femmes industrielles qui sont aussi présentes avec nous. Oui, c'était important de vous montrer que la voix, c'est la voix de tous. Donc bien sûr, il nous faut des entreprises emblématiques, mais il faut que tout le monde puisse être représenté sur sa scène, parler vrai, donner des inspirations, partager, inspirer et surtout faire face à l'action, parce qu'on l'a tous compris, c'est après important de se mettre tous ensemble, de créer toute cette chaîne de valeur. Et on veut aussi des personnalités qui sont un peu hors champ industrie, parce qu'on veut aussi pouvoir inspirer. C'est pour ça que vous avez des acteurs de la recherche, c'est pour ça que vous avez des économistes, c'est pour ça aussi que vous avez tous ceux qui ont aussi une vision, et un homme comme Jean Covici, pour le coup, on le disait tout à l'heure, fait partie de ces incarnations et de ces ambassadeurs. Donc la voix, elle se traduit bien sûr par cette grande scène et par plusieurs scènes, parce qu'on n'a pas uniquement la grande scène, même si c'est vraiment ce lieu de vie. Comme on le disait, il y a aussi ces plateaux, les plateaux dans lesquels les médias se mobilisent, dans lesquels les médias parlent de l'industrie. Et à chaque fois, il y a toujours cet étonnement, comme le disait tout à l'heure Sébastien. Et nous, on est fiers de montrer et de vous mettre en avant. Et on sait que de toute façon, ce pari de l'industrie, qui est un temps long, cette attente de faire évoluer les mentalités, elle passera aussi par des médias qui parlent différemment de l'industrie et qui continuent à montrer, sans pour autant cacher la réalité, quelle est une terre d'opportunité. Et ça fonctionne parce qu'on est ce collectif. On est ce collectif industriel, mais on est ce collectif aussi qui parle et qui porte la voix de l'industrie. Donc on a eu bien sûr encore cette année, on aura encore bien évidemment notre partenaire BFM Business, on aura encore RMC, on aura encore Sud Radio, on va les voir d'ailleurs tout à l'heure avec Sébastien, et plein d'autres. On a aussi des grands médias, on a aussi des grandes chaînes, et c'est important aussi que les grands médias parlent de l'industrie. Et on a toujours, et ça c'est depuis toujours, et je veux le redire, les médias de l'industrie, parce que oui, ils ne sont pas forcément toujours mis en avant, mais sans eux, eh bien, mine de rien, on n'aurait jamais parlé d'industrie s'ils n'avaient pas commencé à la porter. Donc je veux aussi les remercier tous, parce que c'est aussi grâce à eux qu'on valorise l'innovation, le savoir-faire et les personnes qui sont présentes dans l'industrie. Donc ce sera d'un plateau, et ce sera aussi bien évidemment des lieux de pitch, de scène. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez votre place dans laquelle bien évidemment les solutions sont présentées, mais vous avez aussi le lieu sur lequel on vient s'inspirer, partager et porter la voix de l'industrie. Je voudrais juste qu'on ne minimise pas, parce que nous, on a la chance avec Julie depuis 15 ans de gérer des salles industrielles. Il y a 10 ans, ça, c'était impossible. C'était infaisable, c'était incroyable, c'était pas concevable même. Aujourd'hui, ça l'est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grands médias aujourd'hui s'intéressent à l'industrie, parlent bien de l'industrie. Alors parfois, une nouvelle fois, ils regardent toujours un peu le verre à moitié vide, mais une nouvelle fois, vous êtes là aussi pour faire en sorte que dans un verre, il y a aussi le côté positif. Positivons toujours l'industrie. Mais c'est important de dire une nouvelle fois, les grandes gueules, ça sera la 3e fois qu'ils vont venir. Et à chaque fois, ils sont bluffés par ce que vous pouvez sortir. Et le dynamisme, le sourire que vous aviez à Global Industrie Lyon 2025, ils ont été marqués, alors qu'on était déjà dans un climat plus compliqué. Donc, on est juste fiers, mais c'est vous. C'est grâce à ce que vous faites au quotidien. C'est grâce à votre énergie qu'on arrive aujourd'hui à avoir ces médias. Et c'est pas fini, parce que je pense qu'on est réellement qu'au tout début. Et une nouvelle fois, ils maintiennent en tout cas leur confiance pour être présents sur cette édition parisienne. Donc on l'a dit, c'est les voix, mais c'est aussi bien sûr les solutions. Les solutions, c'est vous, c'est des solutions technologiques, mais c'est aussi des savoir-faire, c'est aussi des services. Global Industries, c'est 2500 exposants, donc c'est toute une offre mondiale, on le disait tout à l'heure quand on parlait de la représentativité. C'est 14 univers, c'est toute la chaîne de valeur. C'est de la R&D au produit fini. C'est les équipements qui la transforment, c'est la digitalisation et l'intelligence qui est mise dans l'interopérabilité entre les machines, c'est du mieux produire, c'est du aussi produire de façon décarbonée et de façon vertueuse. C'est tous ces sujets-là qui sont systématiquement mis en avant. C'est une histoire de territoire, mais c'est aussi une histoire internationale. Et on fait en sorte à chaque fois de se dire mais comment on enrichit, comment on continue à agréger cette offre forte au sein de Global Industries. Et c'est la création cette année du village des technologies. On en parle beaucoup et Doris l'a très très bien présenté tout à l'heure quand elle parlait de l'importance de la data, de la remontée de la data, de la sécurisation de la data, du comment on la pilote, du comment aussi on utilise le digital pour
mieux produire. Le jumeau numérique était un excellent exemple. Tous ces sujets-là, comment aussi on fait en sorte de relayer la donnée, les réseaux, et bien évidemment on parle 5G et autres, tous ces sujets-là, sans oublier l'intelligence artificielle, sont présents dans le village des technologies, du numérique, et c'est ce qu'on va réellement mettre en avant cette année. Donc ce sera du contenu aussi qu'on va associer, et ça fait partie des sujets qu'on veut absolument accentuer. Nous, contrairement à ce que disait Mido tout à l'heure, on essaye, et j'espère qu'on va y arriver, Mido, que le hard soit aussi puissant que le soft, d'accord? Et on essaye aussi d'associer les sujets, parce que nous, on n'est pas pour la division, on est pour la coalition et le collectif dans l'industrie. Donc c'est pas uniquement parler que du soft, c'est parler de tout, mais c'est parler de tout ensemble, parce que c'est comme ça qu'on sera une grande nation de l'industrie. On a aussi un autre sujet qu'on avait développé cette année, c'était toute la partie supply chain, logistique, les flux. On parle aussi beaucoup des flux dans une usine, et la manière dont on produit est importante. Donc on va renforcer encore plus cette année la présence de ces acteurs-là au sein de Global, et ce sera la première fois qu'ils seront présents sur Paris. Sébastien rappelait tout à l'heure l'importance. Paris-Lyon, non, ce n'est pas la même destination. Oui, c'est une complémentarité d'offres. Oui, c'est une complémentarité de visiteurs. Et donc on doit aussi, même si on a 80% à peu près des entreprises qui sont présentes, qui sont communes, montrer à ces 90% de visiteurs nouveaux sur Paris qu'il y a aussi cette nouvelle offre de présente. On sera en même temps que le salon SITL. C'est important de vous le dire parce que du coup, à côté, il y aura aussi une offre de logistique importante. Mais nous, on va mettre en place une belle animation. On va montrer que c'est un sujet fondamental dans l'industrie. Autant vous dire que ça va vous créer aussi du flux naturel. C'est important de le dire parce que ça créera aussi des synergies entre nous. Et c'est ça aussi, nous aussi, qu'on essaye de faire et qu'on essaye de vous montrer. C'est ensemble qu'on fait mieux, ensemble qu'on fait plus. Donc aussi, on s'associe avec des événements pour faire ensemble que ce soit une offre positive. Des sujets de fond, je ne sais pas si Clément, tu veux en parler également, mettre en avant des thématiques particulières sur l'industrie. Tu fais un travail de fond toute l'année avec tes équipes pour que les parcours et la lecture de l'offre soient encore plus lisibles pour les industriels. Je sais pas si le micro marche. Ah, il ne marche pas. C'est donc ça, on n'entendait pas. Non, effectivement, on fait un gros travail pour mettre en avant tout le savoir-faire des exposants qui sont sur le salon, tous les nouveaux exposants, c'est aussi notre démarche, effectivement. Donc les thématiques qu'on a ici, je vais poser ça. C'est les thématiques qu'on travaille depuis l'année dernière pour notamment essayer de créer des parcours pour simplifier le parcours des visiteurs. C'est ce qui nous paraît important. Et après, tu l'as dit, le SITL, effectivement, c'est important de montrer aussi toutes les synergies qu'on essaie de créer entre les autres acteurs autour de l'industrie, donc sur toute la partie logistique, et puis tout ce que nous, on est capable de créer, notamment avec la force de nos exposants et de nos industriels qui sont sur le salon. Non, mais dans chaque édition, Julie, il y a toujours une nouveauté, et je crois que tu as encore fait un nouveau bébé, si j'ose dire, pour 2026, qui s'appelle le Booster. Donc, faut-tu nous expliquer ce que c'est le C'est un gros bébé. Je ne suis pas sûre d'assumer un aussi gros bébé. Même si pour vous, je veux assumer beaucoup de choses. Le booster, c'est quoi? Le ministre l'a dit, Nicolas l'a dit, soutenir, accompagner les entrepreneurs, faire en sorte de leur donner des clés, des aides. Nous, au travers des voies et des solutions, on pense qu'on en fait beaucoup, mais on n'en fait pas assez. Parce que quand on parle à des TPE, quand on parle à des PME, à certains moments, cette jungle technologique et de savoir-faire qu'on leur présente quand on voit les 2500 exposants qui sont à Villepinte, eh bien, comment on l'appréhende, comment on la regarde et comment on fait le pas d'après, c'est pas toujours évident. La French Web fait un travail fabuleux et magnifique. Je remercie encore toute la team. Julien est là, Stéphane est là. Et on veut continuer à les accompagner, tous ces beaux petits coqs bleus, on va en faire encore plein. Et on s'est dit, il faut un lieu dans lequel on apporte de l'expertise, on apporte des clés, on apporte finalement des leviers stratégiques, parce que si un entrepreneur, un chef d'entreprise, si un responsable de service ne sait pas comment aborder son pas d'après, ben nous au moins on a cette espèce d'espace qu'on pourrait même appeler un guichet unique qui s'appelle le Booster, dans lequel on a 40 acteurs, des partenaires du financement, des partenaires de l'internationalisation, des partenaires de l'innovation, des partenaires du conseil, de l'expertise. Ils sont là pour guider, ils sont là pour aider, ils sont là aussi pour proposer des parcours et une lecture aussi de l'offre pour comment je fais en sorte d'aller rencontrer ces magnifiques industriels qui sont présents pendant les 4 jours du salon. C'est aussi un lieu dans lequel, du coup, on s'informe, dans lequel on parle de cas d'usage, dans lesquels on pitch, dans lesquels on partage et dans lesquels on inspire aussi, mais sur des choses très concrètes. Donc, c'est des scènes et c'est faire aussi en sorte, du coup, d'aller à la rencontre, d'avoir des rendez-vous personnalisés et de pouvoir vraiment être guidé, aidé et de pouvoir, bien évidemment, continuer à développer son business, son entreprise, pour recruter mieux, pour avoir les bonnes compétences, pour avoir les bons leviers. Et bien évidemment, tous ces sujets-là, on les fait avec énormément de partenaires. Et on a fait une initiative nouvelle. Peut-être que Clément, je voudrais bien que tu en parles aussi. Vous avez vu, je fais en sorte de... On n'a même pas présenté. Clément, c'est quand même le directeur de la communication de l'industrie, excusez-nous, et de Global en particulier.
Donc effectivement, sur le booster, il y avait une brique en tout cas qui pour nous était essentielle, c'était la brique innovation. On allait la chercher avec nos partenaires qu'on a beaucoup dans la salle ici, qu'on a listé en bas, donc Start Industry, France Industry, le CETIM, la French Fab et le CSI France. L'idée, c'est qu'on a lancé un appel à manifestation d'intérêt en septembre, qui nous a permis d'accueillir quasiment une centaine de dossiers de start-up et qu'on a allé sélectionner avec un biais solution pour les industriels. Donc, ce qu'on se dit réellement aujourd'hui sur le booster, ce qu'on veut amener, c'est toute cette brique tout ce qui peut aider au développement des industriels, qu'ils soient des PME, des ETI, des grands groupes. Cette brique innovation, donc, c'est réellement des startups qui ont des solutions efficaces, concrètes, activables pour les industriels et pour leur développement. Donc déjà un grand merci aux partenaires, et puis je pense qu'il y a des startups qui sont aussi dans la salle aujourd'hui, donc on est ravis de les accueillir, et l'idée c'est qu'on va aussi les accompagner toute l'année dans la préparation de leur salon. Dans la préparation, le salon ça se prépare, voilà, c'est important de le dire aussi, donc on va les accompagner dans cette préparation là, et donc on va les inviter et les accueillir pendant les 4 jours du salon sur l'espace Booster. Les jeunes, Mido en a parlé. C'est juste aussi pareil des chiffres qui sont importants, qui vont dans le sens de ce qu'a dit Mido, dans le sens de ce qu'a dit Nicolas, dans le sens que vous dites tous, c'est qu'il y a 15 ans, c'était 1000 jeunes qui visitaient les salles industriels, je l'ai dit, en 2025, c'était plus de 8000 jeunes, donc bien sûr de la 4e, 3e jusqu'à l'école d'ingé. Ça veut dire que on gagne tranquillement cette partie de l'attractivité des métiers. Donc c'est pour ça aussi que nous, on y passe aussi beaucoup de temps, beaucoup d'animation à travers le GFDIR et les Golden Tech. Je vais laisser bien sûr laisser à Clément parce que c'est lui qui a les mains dedans à longueur de temps. Mais c'est important, c'est que ce volet jeune, on en finira après sur ce que j'ai pu introduire tout à l'heure à travers... Garde des surprises. Voilà, une petite surprise qui est importante, en tout cas pour Global Industries. Mais voilà, je redis, je sais que les industriels passent de plus en plus de temps. Je sais que vous délocalisez maintenant des RH sur les grands stands, chose qui ne se faisait pas parce qu'une nouvelle fois, on avait peur qu'ils piquent les stylos. C'était en tout cas ce qui avait été dit il y a quelques années. C'est plus ça parce que maintenant, ils ont les crayons, puis de toute façon, ils n'ont plus besoin de crayons parce qu'il y a les téléphones. Donc c'est juste qu'on passe du temps, c'est clé. Mido l'a dit 100 fois mieux que moi, il le redira bien sûr sur la grande scène. Mais en tout cas, nous, on se devait d'y apporter des éléments, des animations qui apportent tout le contenu pour les jeunes. Et je me fais me rapprocher encore. Donc effectivement, 8000 jeunes, c'est le nombre de jeunes qu'on attend sur l'édition parisienne cette année, autant que l'édition lyonnaise l'an dernier. Donc on était ravis de pouvoir accueillir ces jeunes. Donc nous, on a 2 dispositifs qui sont sur le salon depuis un certain nombre d'années. GI Avenir, c'est un dispositif qui est plutôt dédié aux plus jeunes. L'idée, c'est de les faire toucher, essayer, découvrir tous les métiers industriels, ceux qui en tout cas vont pouvoir leur amener du sens. Pour ça, on a un certain nombre de partenaires, quasiment une trentaine, qui sont présents sur GI Avenir, qui font de la démonstration, qui parlent aux jeunes. Il y a beaucoup de centres de formation, donc ils vont pouvoir leur montrer toutes les formations qui sont possibles dans l'industrie. Et puis une partie aussi de job dating, on a une 50aine d'industriels qui seront présents cette année sur les job dating, donc là c'est plutôt pour les chercheurs d'emploi. Et puis les Golden Tech, donc les Golden Tech c'est la compétition des métiers de l'excellence de l'industrie, nous on aime bien dire que c'est la suite des World Skills, donc c'est pour les plus de 23 ans. C'est une animation qui nous tient à cœur parce qu'on y passe beaucoup de temps et tous les partenaires, donc on a une quinzaine de partenaires là, cette année, ils passent énormément de temps aussi. On a une centaine de candidats qui se relaient sur l'espace pendant les 4 jours, et donc c'est une compétition plutôt... costaud, j'allais dire, si je peux me permettre le terme, où l'idée c'est vraiment de venir créer une expérience spécifique où on va montrer aux jeunes, aussi aux institutionnels, tout ce qu'on peut faire, enfin tous les métiers, de la plus belle des manières, c'est-à-dire par un concours. Et donc on vient chaque année y ajouter une thématique. L'an dernier, c'était le génie humain. Cette année, ce sera l'art de vivre à la française. Et ce sera un peu le fil rouge de cette année. Donc les savoir-faire français. Et ce qu'on a décidé de faire cette année, donc c'est la nouveauté sur l'animation. On avait ces 2 animations qui se rapprochaient de plus en plus au fil des années. On a décidé de clairement les additionner, voilà, créer un collectif sur ces 2 sujets sous une bannière commune qui va s'appeler l'Arena. Parce que l'idée, c'est qu'on va pouvoir proposer aussi aux jeunes de participer à un concours sur toute la journée pour gamifier un peu leur expérience et leur donner voilà, des étoiles dans les yeux. Et cette idée-là, elle est aussi dans le sens de les amener à la rencontre des industriels, parce que nous, on va mettre des choses en place, mais comme le disait Sébastien et Julie tout à l'heure, ceux qui vont leur permettre voilà, d'avoir un bon souvenir, de voir ce qu'est l'industrie, c'est vous, quand vous allez pouvoir leur parler et leur expliquer ce que vous faites tous les jours. Merci Clément.
Pour compléter le volet jeune, alors nous, sur Global Industrie, on fait des comités de pilotage, on le fait 2 fois par an, où on réunit tous nos industriels, enfin beaucoup de nos industriels, nos partenaires. C'est important parce que, je le redis, on est des metteurs en scène, c'est eux qui ont souvent les réponses ou les questionnements de comment on doit orienter notre salon. Et c'est vrai qu'en 2025, en juillet précisément, ils avaient évoqué l'idée que si on veut parler aux jeunes, et je crois qu'une nouvelle fois, Julien Noronha le fait mieux que moi et mieux que nous, et encore plus ce soir, donc c'est pour ça qu'on s'en inspire un petit peu, il fallait trouver une personne qui parle mieux aux jeunes et qui parlera d'industrie, en tout cas dans quelques mois. Donc il y a 18 mois, je pense qu'on a tous été bluffés par un documentaire, Kaizen en l'occurrence, avec un jeune aujourd'hui de 22 ans, youtubeur, qui a un gros public qui le suit, qui nous a bluffé à travers ce qu'il a fait sur l'Everest et à travers différentes choses. On l'a vu sur le Big, et quand on l'a vu sur le Big, on se dit c'est pas possible, il faut qu'il soit aussi sur Global Industrie. Donc il nous a fait une petite vidéo, si on peut envoyer la petite vidéo. Salut à tous, je suis vraiment content de venir au salon Global. Alors, il est à Miami, donc voilà, c'est pour être transparent avec vous, il l'a fait rapidement hier soir. C'est juste important parce que c'est pas juste nous, Julie et moi, qui avons voulu avoir Inoxtag sur le salon, c'est qu'on sait que, et on l'a vu sur le Big une nouvelle fois, il aura des messages parce que c'est quelqu'un à 23 ans que je trouve très humble, qui a une vraie vision et en tout cas qui est un entrepreneur aussi hors pair. Donc il va passer quasiment la journée entière sur Global Industrie avec aussi un temps de conférence. On va aussi bien gérer notre communication parce qu'on a vu que sur Big, c'était pas forcément facile de gérer tout l'afflux qu'il va y avoir. Mais en tout cas, il y aura des mots, des passerelles sur ce que lui vit avec l'industrie. Donc il y aura aussi une visite sur le salon de certains stands pour une nouvelle fois qu'ils comprennent bien que l'industrie est belle. Et notre industrie et votre industrie elle est belle. Ouais, il nous faut des inspirations, il nous faut des jeunes qui pulsent, qui pop, qui font bouger les lignes. Et on regarde toujours Mido parce que je trouve que c'est toujours important d'avoir cette incarnation-là. Et en effet, Inoxtag, alors c'est pas un industriel, mais si lui, il peut être à un moment donné un représentant de l'industrie et qui peut faire en sorte de donner envie à des jeunes hommes et des jeunes femmes, parce qu'il y a aussi un défi de féminisation, et c'est pas parce que je suis une femme que je le dis, c'est parce que je suis passionnée par l'industrie que je le porte, et c'est important aussi. Donc j'espère que tous ces ingrédients, et on en aura aussi beaucoup d'autres à vous présenter, on est là vraiment juste pour vous donner cet avant-goût, cette avant-première, et pour que jusqu'au 30 mars, on fasse en sorte que tous ces petits cailloux fassent que Global Industries soit votre moment, soit votre vitrine, et qu'on la porte aussi partout dans les territoires parce qu'on est aussi attaché toute l'année à bien évidemment faire en sorte que l'industrie soit forte. Je veux vous dire merci, je veux vous dire bravo, je veux vous dire soyez fiers, je veux vous dire nous on le fait pour vous, on est fiers pour vous et on continuera à se battre au quotidien et à positiver notre industrie. On clôture ce kick-off. Julie a commencé. On remercie bien sûr nos industriels qui nous ont quittés. Un grand merci, il reste 4 mois. Ce 4 mois, c'est à la fois demain et à la fois loin pour certains sujets. Merci de tout ce que vous nous avez appris depuis 14-15 ans, ce qui nous concerne sur les soleils industriels, parce que j'ai un visuel sur la tête, c'est ça? D'accord. Merci de tout ce que nous avez appris, de tout ce que vous incarnez, de nous avez inculqué, parce que ça nous a apporté beaucoup d'humilité. Je ne suis pas sûr qu'on aurait pu faire un Global Industrie aujourd'hui avec toutes les personnes qu'on a rencontrées. Donc bien sûr, je redis une nouvelle fois Julien, nos partenaires, Gilles aussi, qui nous accompagne depuis quelques années et qui est très pédagogue avec nous. Pédagogue avec tout le monde, mais en tout cas, il est avec nous. C'est un peu notre parrain aussi. Beaucoup d'entre vous que je n'ai pas pu citer, mais une nouvelle fois, vous êtes l'industrie que j'aurais aimé à 12 ans, parce que j'étais pas très très bon à l'école. Il m'a dit, mon père, tu finiras dans une usine. Et ben, j'aurais peut-être dû aller dans une usine parce que cette industrie, elle est magnifique. Donc, merci à tous.